Alors autour de moi, à ma droite, Pascale Grelot-Girard, directrice experte market intelligence chez Kantar. Il faut le dire, hein, ce titre. Hein. Oui. Vous nous éclairerez sur le comportement du consommateur. Avec vous, on découvre que l'assiette devient une revendication. Rien que ça. Tout à fait. Dans le monde entier d'ailleurs. Xavier Terlet, vous le connaissez bien, président de Protéines XTC. Avec vous, nous irons plus loin dans l'offre alimentaire ou les innovations produits, voire encore plus loin. Ça vous va, Xavier? Ça me va très bien. Bienvenue. Et Bernard Boutboul, président de Gira, votre domaine de compétence, la restauration, un monde là encore passionnant où les usages et les pratiques se transforment ou pas, à domicile, ou pas, chez soi, ou pas. On verra avec vous. Vous nous le direz, Bernard? Absolument. Bienvenue. Bonjour à tous. La période est vraiment bizarre, hein, Pascal. Oui, tout à fait. C'est une période qui remet en cause beaucoup de certitudes. Xavier, ça Ça bouscule. Ça chauffe. Ça bouscule les états-majors, en tout cas. Bernard? Beaucoup de choses s'accélèrent. S'accélère. Voilà, l'accélération, la transformation, on le verra. C'est un phénomène très prégnant en ce moment. Alors, premier thème, les tendances avec vous, Pascal. On commence avec vous. Hein. Vous avez travaillé sur les comportements, les attentes des consommateurs à l'égard de l'alimentation. Alors, quelles sont notamment les particularités entre les pays? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on ne peut pas parler vraiment d'alimentation mondiale. On va plutôt parler de mosaïques d'alimentation qui ont été influencées par les civilisations, les cultures, les géographies, les climats. Mais néanmoins, dans l'ensemble des pays que nous avons étudiés, on peut répertorier trois grands groupes de pays. D'abord les pays anglo-saxons, l'Angleterre et les États-Unis, qui sont beaucoup plus en distance par rapport à l'alimentation, qui ont une vision beaucoup plus utilitariste et beaucoup plus fonctionnelle de l'alimentation. Ils assument volontiers, ou un peu plus que les autres, le fait d'avoir une alimentation qui ne soit pas toujours bonne pour leur santé. Et puis, ils sont en retrait par rapport aux autres pays sur des dimensions de naturalité, de bio, d'origine, de local, également d'attention aux ingrédients, et aussi ils expriment beaucoup moins d'attentes par rapport à l'alimentation durable. Alors les anglo-saxons versus les latins, on le voit bien dans l'alimentation. Hein, alors exactement, on va voir un deuxième groupe de pays qui sont les Français, les Italiens, les Espagnols et les Allemands, qui présentent pas mal de points communs, et en particulier dans ces pays l'alimentation rime avec plaisir, avec partage, avec convivialité et variété. Ce sont des pays dans lesquels les consommateurs sont plus investis en termes d'alimentation. Ils expriment de nombreuses attentes, notamment en termes de transparence, d'alimentation saine et d'alimentation durable. Pour autant, il y a vraiment des différences. Les Allemands sont beaucoup plus radicaux et exigent encore plus de choses en termes d'alimentation durable et également de bien-être animal. Les Italiens, les Français et les Espagnols, eux, se rejoignent sur le fait d'avoir une alimentation qui soit beaucoup plus responsable, une alimentation qui soit également plus en transparence. Alors néanmoins, néanmoins, juste une petite précision sur ces pays. On voit aussi quand même que les Italiens et les Espagnols sont beaucoup plus en attente d'alimentation saine et de bénéfices de santé, alors que les Français, à la fois, ils expriment beaucoup plus de défiance et aussi, ils ont une attitude beaucoup plus positive à l'égard des agriculteurs et des éleveurs. C'est un point notable. Hein, ils sont 6 sur 10 à dire que ce sont ces professions auxquelles ils font le plus confiance pour une alimentation de bonne qualité. Les agriculteurs en France. Oui, alors, on aime, et c'est bien, ça fait du bien de le répéter. De le répéter on vous aime, voilà. Le Cial s'est achevé à Shanghai, donc donnez-nous des informations des côtés asiatiques. Alors, côté Asie, eh bien, Chine, Asie du Sud-Est et Inde, on a également des pays qui sont assez proches les uns des autres, avec une vision qui est assez holistique de leur alimentation, qui repose sur 3 piliers: le plaisir, la recherche d'une alimentation sûre, c'est-à-dire beaucoup d'attentes en termes de sécurité alimentaire, hein, sur les process, les modes de stockage et autres, et également des aliments qui permettent de préserver la santé et d'apporter des bénéfices santé. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que ce sont des consommateurs qui sont extrêmement en recherche d'informations autour de leur alimentation, et également ils font davantage confiance aux marques pour apporter ces garanties et aux labels de qualité. Et enfin, dans ces pays-là, on attend et on fait le plus confiance au gouvernement et aux autorités publiques pour agir pour une meilleure alimentation. Il vaut mieux. Au Moyen-Orient,
Juste un mot. Alors le Moyen-Orient, il est plus proche des pays d'Asie, même s'il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Alors, il y a des grandes évolutions mondiales quand même. Il y a un fil exactement. Notre étude, ça fait la 5e édition qu'on l'a fait depuis 2012 et on voit vraiment évoluer de grandes tendances, même si les niveaux d'adhésion sont différents selon les pays, on voit vraiment des grandes tendances émerger. La prise de pouvoir des consommateurs, on le voit et on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, on a des consommateurs qui aujourd'hui prennent le pouvoir sur l'alimentation, ils consomment en pleine conscience, ils assument leur alimentation davantage et également ils revendiquent ce droit de choisir, de refuser, de boycotter. On l'a vu, un tiers des consommateurs. La deuxième chose, c'est qu'ils ont des exigences qui sont affirmées et ils attendent, on l'a vu aussi, de la part des industriels ou des acteurs food, énormément de preuves, d'actions visibles pour démontrer. Et enfin, dernière chose, c'est qu'il y a quand même des tendances qui sont transversales, une demande forte pour la naturalité, le bio, l'alimentation saine, le végétal, le bien-être et la prise en compte du bien-être animal, et puis une alimentation responsable. Dis donc, ça fait beaucoup d'informations. Je crois qu'on pourrait aller encore plus loin, mais c'est déjà pas mal d'avoir tout ça. Bernard Boutboul, même question, quelles sont les mutations en matière de restauration dans le monde? Un constat, les consommateurs ont fait évoluer leurs demandes dans leur nature et leur intensité, c'est ce que vous avez constaté. Absolument, alors il y a des grandes tendances côté consommateur et côté restaurateur. Alors côté consommateur, c'est que nous prenons de plus en plus nos repas en dehors de notre domicile. Pourquoi? Parce qu'au déjeuner, on rentre de moins en moins au domicile et en plus, on sait de moins en moins cuisiner le soir et le week-end. Donc, on est voué à aller de plus en plus à l'extérieur. Deuxième grande tendance, et elle est paradoxale, c'est que les consommateurs au restaurant recherchent de plus en plus de plaisir. Et le plaisir, c'est le goût. Et le goût, c'est du sucré, du salé et du gras. Et ce qui est très paradoxal par rapport à cette prise de conscience qu'il y a eu entre notre alimentation et notre santé. La troisième grande tendance, je dirais, c'est qu'on utilise de plus en plus d'autres modes de distribution que la restauration rapide et le service à table. Je pense notamment au click and collect, je pense à la livraison, je pense aux dark kitchen qui ont été inventés par nos amis canadiens. Le dark kitchen. Dark kitchen, ce sont des laboratoires qui fabriquent de la restauration mais qui ne sont pas voués à venir faire des clients chez eux. Donc à la livraison uniquement destinés à la livraison. Dark kitchen. Vous pouvez placer dans les discussions de salon le dark kitchen, ça fait la blague. Et même, on a fait faire à des restaurants gastronomiques du drive sans drive. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une piste de drive pour faire du drive. Tout à l'heure, vous me parlerez, attendez, j'ai noté le buffet où le client ne se déplace pas. Il faudra que vous nous expliquiez ces nouveaux concepts. Je vous expliquerai. Sinon, côté consommateur, on a une consommation de plus en plus flexitarienne. C'est quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a affaire à des consommateurs qui ont volontairement diminué leur consommation de bœuf et qui, de manière alternative, souhaitent se faire une assiette veggie, une semaine veggie ou une journée veggie. Alternance entre les deux flexitariens. Il faut savoir qu'on est à peu près entre 40 et 45% de population flexitarienne sur les pays qu'on a étudiés. Et puis enfin... Donc c'est pas qu'une mode. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est un nouveau mode de vie, un nouveau mode alimentaire, la consommation de bœuf, sans la supprimer, attention. Ouais. Et puis enfin, côté consommateur, je dirais qu'on a affaire à un consommateur au restaurant qui veut de plus en plus manger en ayant du sens. Il ne veut pas manger sans qu'il y ait un objectif, etc. Et côté restaurateur, alors là, il y a des grands changements. On a des cartes qui sont de plus en plus courtes. Ça veut dire concrètement, quand il va au restaurant, il dit « je veux du sens au serveur » Ça veut dire quoi? Pas du tout. Monsieur le serveur, donnez-moi du sens. Oui, bon, on va essayer. Pas du tout. Ce sont des restaurateurs qui doivent s'engager vers le développement durable, vers le bio, vers la protection. Le circuit court, plein de choses. Il faut qu'il y ait du sens lorsqu'on met dans mon assiette. Absolument. Alors, côté des restaurateurs, pour terminer, trois grandes tendances, des cartes de plus en plus courtes, de plus en plus en rotation pour la fraîcheur, de plus en plus resaisonnalisées, parce que le goût, c'est la saison, et de plus en plus engagées, ce que je disais précédemment. De plus en plus digitalisées aussi, alors, et pas uniquement... Chez les jeunes, le confinement a appris sur la planète que les plus anciens ont découvert qu'avec nos smartphones, ils pouvaient acheter, ils pouvaient commander et que ça arrive. Ça, ils ont découvert ça, ce qui veut dire que le digital dans la restauration est en train de se développer très fort. Le fait, par exemple, qu'il n'y ait plus de carte, de menu, vous savez, vous arrivez, vous flashez le menu. Ça, c'est un phénomène aussi qui était rapide, en fait. Ça a été d'une agilité incroyable parce que les restaurateurs, jusqu'à présent, avaient un support en carton, en papier, etc. Et soudainement, il n'y a plus rien. Et tout le monde flash, y compris
les personnes âgées. Et Ouais, ça, je c'est trouve ça. ça incroyable. C'est C'est bien. vraiment symptomatique de la situation que nous avons connue et de la situation qu'on connaît et qu'on va connaître, parce que je pense qu'on ira encore plus loin, parce qu'on pourra même réserver avant d'arriver au resto en disant je veux ça. Et enfin, le côté restaurateur, et c'est probablement le plus important par rapport à ce qu'on dit, c'est que le consommateur attend des restaurateurs de plus en plus engagés, Ouais. qui lui parlent de ses fournisseurs, qui lui parlent de sa philosophie, sa façon de cuisiner, etc. Il faut aujourd'hui parler aux consommateurs. Pascal, vous voulez dire un mot? Non, je rejoins tout à fait les propos de Bernard. Aujourd'hui, les consommateurs, ils expriment vraiment cette attente d'engagement, aussi bien vis-à-vis des marques distribuées en grande surface ou vis-à-vis des restaurateurs ou même des agriculteurs. Hein. Mais vous nous dites en fait qu'on a envie que le chef ou le patron du resto il vienne vous taper sur le dos, qu'il vous raconte regarde ce que tu as dans ton assiette. C'est en fait rien de nouveau, mais en même temps très important. C'est encore plus d'importance. Et c'est vrai qu'on aime tous aller au resto pour parler au chef, pour parler, qui nous raconte une histoire. En fait, hein, c'est ça. Xavier, vous êtes d'accord avec tout ce qu'on dit? Ah, je suis complètement d'accord. Vous êtes raccord. Je suis d'accord. On a dit beaucoup de choses déjà. On a parlé de plaisir, on a parlé de santé, de sécurité, on a parlé d'éthique, de citoyenneté. C'est des tendances mondiales, c'est des tendances qui évoluent différemment selon le monde. Mais il y a une chose que je voudrais dire en préalable en matière d'offres. Puisque le CIAL est avant tout un salon d'offres, on offre des produits, il serait illusoire il n'y a pas de mondialisation alimentaire. Même si l'alimentation est heureusement et partout dans le monde est avant tout affaire de plaisir, et tant mieux, on fait un beau métier, c'est d'apporter du plaisir aux gens, un plaisir qui soit garanti en termes de santé, garanti en termes de praticité, en termes d'éthique et de citoyenneté, mais avant tout de plaisir. Mais je prendrais un consommateur français, par exemple, ne se fait pas plaisir avec le même pain qu'un consommateur allemand. Hein. Ah oui. Donc, en matière d'offres, c'est différent. Alors, imaginez par rapport à un consommateur chinois. Il y a pas, on ne trouve pas la baguette française. Hein, voilà, mais tout simplement parce que nos repères, nos traditions sont différentes. Donc voilà, et c'est le seul secteur, l'alimentaire, où la mondialisation ne crée pas l'uniformisation. Au contraire, ça crée l'innovation, la différenciation. Bah alors, parlez-nous du baromètre mondial de l'innovation quand même. Puisque... c'est une étude qu'on utilise beaucoup au CIAL depuis longtemps, qui sort, une étude XTC qui sort tous les ans, avec quelques chiffres qui montrent effectivement année après année comment évolue l'offre alimentaire. Donc l'offre alimentaire de manière générale, si pour être très rapide, parce que cette étude est assez épaisse. On n'a pas beaucoup de temps, hein, Xavier, je vous dis tout de suite. Hein. C'est drivé par le plaisir et la santé, partout dans le monde. Hein, c'est drivé par le plaisir et la santé, mais ce que l'on voit d'une manière, surtout en Europe, c'est cette nouvelle, disons, cette innovation éthique, citoyenne, qui joue sur des dimensions écologiques, etc., qui progresse. C'était marginal. Aujourd'hui, 5% de l'innovation en 2019, des nouveaux produits lancés dans le monde en 2019, et c'est encore plus vrai en Europe, était avec, pour première promesse, une promesse éthique, citoyenne ou écologique. Hein, c'est un nouveau produit sur 20, et ça commence à sortir de la marginalité. C'est vrai que quand on parle plaisir, c'est pas que simplement le plaisir immédiat, c'est aussi le plaisir de ce que ça recouvre, faire du bien à la planète, faire du bien. Absolument, c'est une forme de plaisir, une garantie du plaisir. Hein, c'est important. Sur le plan qualitatif, un retour à l'essentiel. Alors oui, trois choses. Premièrement, un retour à l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est quoi? Ce sont par exemple des produits. On le voit même dans le palmarès des innovations du CIAL cette année, des produits beaucoup plus simples dans leur fabrication. Les ingrédients, une liste courte d'ingrédients de plus en plus, tout simplement parce que le consommateur, on le voit dans les études notamment de Kantar, il aime ce qu'il comprend, il a besoin de comprendre, et on comprend mieux les choses simples, donc plutôt des listes d'ingrédients courtes que à rallonge. C'est aussi l'essentiel, c'est l'emballage, des emballages réduits en termes de matière, moins de carton, moins de plastique, des emballages recyclables. Une certaine plus sobre, une forme de sobriété, c'est important cette idée de sobriété. Et c'est aussi une forme de proximité nouvelle que recherche le consommateur. En tout cas, les produits qui lui sont destinés affichent une forme de proximité. Ça peut être la proximité, le lieu de production, mais aussi une proximité dans le temps, hein, des produits de saison par exemple, ou des proximités de valeur. Je suis attaché au bien-être animal, je suis attaché à l'empreinte carbone, donc j'ai ces valeurs-là et je veux que l'industriel, ça va même jusqu'à la coproduction, la co-réalisation avec des industriels ou comme des marques, on va citer des marques en France comme européennes, maintenant c'est qui le patron, qui travaille avec ses consommateurs pour l'offre produit, qui demande aux consommateurs par rapport à un niveau de prix, est-ce qu'on va jusqu'au bio? Non, bon, on va jusqu'à l'agriculture raisonnée, on met tel ou tel ingrédient pour avoir un prix équilibré et c'est les consommateurs qui font le produit. On voit cette proximité avec sa communauté
de consommateurs. Et puis, évidemment, le plaisir, on en a parlé, mais un plaisir, et vous le disiez, beaucoup plus sobre. Aujourd'hui, on est dans après la crise Covid, on en parlera tout à l'heure, mais on est dans une crise économique d'importance qui va suivre la crise sanitaire. Cette crise économique, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle était déjà bien installée. On a, ne serait-ce qu'en France, je lisais encore des articles dans la presse la semaine dernière où des associations caritatives alertaient qu'ils voyaient de plus en plus de personnes venir, de nouvelles personnes venir dans les associations. Il se passe quelque chose. Il y a une grande partie de la population aujourd'hui qui a du mal à boucler ses fins de mois, donc à faire ses courses en milieu de mois. Et donc, à ce niveau-là, il y a effectivement cet attachement au plaisir de l'alimentation, mais il faut que le bénéfice soit réellement là pour qu'on mette le prix. Donc il y a un regard du consommateur sans doute beaucoup plus aigu sur les promesses apportées, et donc on voit aujourd'hui des promesses beaucoup plus sobres. On est loin de l'innovation, du plaisir un peu sophistiqué qu'on avait dans les années 2000. Et puis tout ça avec une plus grande transparence, évidemment, quitte à payer, autant savoir pourquoi, comment, et évidemment le rapport au prix est important. Seconde séquence, vous l'avez compris, Xavier a défloré la suite. Sur le Covid, l'après-Covid, la Covid nous a impactés tous, accélération, décélération, on parlait de crise économique, mais certains phénomènes s'accélèrent, certaines choses évoluent plus rapidement que prévu, certaines sociétés, certaines entreprises se transforment ou changent carrément de modèle, ça arrive, vous allez le voir. Pascal, quelles sont ces accélérations, décélérations que vous avez identifiées ? Alors, déjà, ce que je peux dire en préambule, c'est qu'on est quand même dans un contexte extrêmement anxiogène. À fin août, on avait à peu près la moitié des Français qui se déclaraient extrêmement anxieux par rapport à la situation. Et il y en avait à peu près également 56% qui nous disaient qu'ils n'envisageaient pas un retour à la normale avant au moins 1 an et 2 mois. Aujourd'hui, on voit que la situation sanitaire a encore plus dégénéré. Donc on est vraiment dans un bouleversement de fond qui impacte les comportements, les attitudes et les mentalités. Et la première tendance que nous, on voit à travers nos études, c'est qu'il y a un changement d'équilibre entre ce que je pourrais appeler la slow life et la fast life. C'est-à-dire que nous avons eu dans les mois qui ont passé, le télétravail qui a augmenté, le retour à domicile à travers le confinement, et également finalement une remise en cause de la manière dont on pouvait vivre à travers de nouvelles habitudes, le fait maison, le homing, le fait de faire davantage son jardin, le fait de bricoler davantage, le fait de remettre également ses vacances en cause, de redécouvrir la France. Eh bien tout ça, ce sont des éléments qui impactent fortement la perception du consommateur et la remise en cause de ses valeurs, de sa vie, et voire à engendrer des changements qui sont radicaux aussi pour les consommateurs. Et il faut être extrêmement attentif à tout cela. Alors vous avez quand même identifié 6 conséquences suite à la crise du Covid. Oui, 6 conséquences. Déjà, l'arbitrage également déjà dans ses valeurs. La deuxième, c'est plus de local et plus de proximité. Avant le Covid, on parlait déjà beaucoup du local dans l'alimentation. Des circuits courts. On avait montré qu'il y avait un vrai développement de ces circuits courts. Pendant le confinement, les consommateurs, ils ont vu réellement le bénéfice des circuits courts parce qu'ils les ont aussi davantage fréquentés. Et ce qui est surtout important, c'est qu'aujourd'hui, les circuits courts et l'alimentation locale, elle revêt un autre bénéfice qui est le bénéfice de protéger son économie locale. On voit dans nos études, on a 44% des consommateurs qui aujourd'hui font davantage attention ou qui veulent relocaliser leur industrie locale, et c'est plus 17 points par rapport à fin mars. Et 56% des consommateurs qui font davantage attention à l'origine, et c'est plus de 20 points par rapport à fin mars. Donc on voit bien que l'origine, le local, c'est quelque chose qui permet de préserver les acteurs locaux. La relocalisation, de toute façon, c'est un phénomène qui est transverse quelque chose de très important. Tous les secteurs d'activité. On s'est rendu compte qu'il faut mieux fabriquer chez soi quand on ne peut plus sortir de chez soi, justement. Exactement. La troisième tendance qu'on a vue, c'est que, en fait, la sensibilité à l'alimentation durable ne faiblit pas. Et ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. En août, toujours, selon nos études, on voyait qu'on avait 2 tiers des Français qui se disaient inquiets par rapport à l'environnement et pour lesquels, en fait, on avait 45% des Français qui étaient autant inquiets qu'avant la pandémie, mais 20% qui se déclaraient plus inquiets qu'après la pandémie. Donc, en fait,
on est là dans une forme de prise de conscience importante par rapport à l'environnement, la nécessité de l'environnement. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des contraintes ponctuelles, notamment par rapport au plastique ou des choses comme ça, mais les nouvelles générations, les 18-34 ans, sont encore plus porteurs de cette volonté de véritablement intégrer le durable dans leur alimentation et d'avoir des changements radicaux de comportement. Avec des paradoxes qui émergent. Le plastique, on n'en veut plus, mais quand la crise est arrivée, on s'est rendu compte que c'était bien pratique pour... oui, certes, mais il faut savoir distinguer ce qui est ponctuel et ce qui va être plus structurel. Oui, c'est pour ça que vous êtes là, Pascal, et oui, pour nous aider à y voir plus clair. Vous n'avez pas fini les 6 conséquences. Alors, quatrième conséquence, eh bien, c'est l'arbitrage prix, dont on a parlé tout à l'heure, des arbitrages prix qui sont beaucoup plus clivants. Deux chiffres intéressants, toujours à fin août, on a 56% des Français qui nous disent déjà avoir connu une baisse de revenus ou envisager une baisse de leurs revenus. Et on a 60% des consommateurs qui nous disaient faire davantage attention au prix. Donc on voit que le focus sera fait sur le prix, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va aller systématiquement acheter du prix plus économique. Il va y avoir vraiment des partis pris qui vont être faits par les consommateurs, à la fois pour des produits de commodité, eh bien peut-être acheter des produits plus économiques, et puis pour des produits pour lesquels les consommateurs accordent plus de valeur, d'importance, eh bien véritablement aller chercher des produits qui leur apportent cet engagement, ce sens et ces valeurs qui sont en adéquation avec les leurs. Donc, importance, c'est l'adéquation bénéfice ou valeur-prix. Et ce que je voudrais aussi dire, et évidemment ça fait lien avec Bernard, c'est aussi les nouveaux équilibres entre in-home et out-home. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, en fait, on voit que le foyer est une valeur refuge. Non seulement parce que, évidemment, la sortie au restaurant est beaucoup plus difficile, voire a été impossible. Et donc, aujourd'hui, on est face à une consommation alimentaire qui explose à la maison, mais des marchés qui se portent extrêmement bien en valeur, qui progressent tout à fait, et une restauration qui, elle, décline. Ceci dit, le retour à la normale n'est pas pour tout de suite aussi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi trouver des opportunités dans tous les acteurs. Allez, dites-nous comment on se transforme dans une situation un peu apocalyptique que nous décrit Pascal, Bernard Routboul, côté restauration. Alors, dans la restauration, c'est très simple. On note 3 accélérations et 3 décélérations. La première accélération, c'est le digital qui va envahir notre relation commerciale. Dans la restauration, c'est la commande et le paiement. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un consommateur qui sait très bien qu'en touchant une carte, il va toucher un produit, un instrument qui est 10 fois plus contaminé que la porte des toilettes. Et en ce qui concerne le paiement, il ne va plus vouloir prendre ce TPE dans les mains pour y mettre sa carte bleue. Donc autrement dit, c'est déjà le cas, me semble-t-il. Il y a encore des gens qui nous donnent le TPE, des restaurateurs, et ça va changer. Le deuxième accélérateur, c'est aujourd'hui on a affaire à un consommateur qui souhaite que le restaurateur s'engage, lui parle. Et tout ça, pourquoi? Pour le rassurer par rapport à ce qu'on lui met dans son assiette. Le troisième accélérateur, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à un consommateur qui va aller au restaurant et vivre une réelle expérience avec le produit, avec le personnel. Donc, il va falloir qu'il se repasse de plus en plus de choses à la table. Les restaurateurs sont devenus des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. Non, le consommateur dit il faut qu'il se repasse quelque chose. Alors, c'est de la découpe, c'est peut-être la sauce qu'on va rajouter au dernier moment, etc. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça que le consommateur appelle le souhait d'expérience. Et les 3 décélérations, la première c'est le bio, j'en ai déjà parlé, il y a un doute sur le bio en restauration parce qu'il est mal tracé, on ne sait pas si c'est du vrai bio, etc. Le deuxième les labels n'y font rien, les labels qui estampillent ça. Dans la restauration, on voit très peu de labels sur les cartes de restaurant, c'est ça le problème. On dit que c'est bio, mais bon, ça fait une carte chargée si on met tous les... Autre décélération, c'est l'utilisation la disparition du plastique qui était dans les tuyaux dans beaucoup de pays dans le monde et qui va être différée à on ne sait pas quand. Pourquoi? Parce que le plastique est plus, le jetable est plus hygiène d'un point de vue. Voilà, donc on verra quand est-ce qu'on se remettra à la suppression du plastique. Et puis la troisième décélération, et celle-ci elle est dramatique pour la restauration, et on va voir une fréquentation des restaurants sur place diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine population qui a peur du contact dans des endroits qui sont plutôt fermés à plusieurs. Y compris dans les zones où le restaurant est une tradition. On nous parler souvent des États-Unis.
ils vont dîner dehors, ils vont déjeuner dehors, y compris dans ces pays où à forte habitude d'aller... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des discothèques, des boîtes de nuit, mais les restaurants sont dans le même lot. C'est-à-dire que ce sont des endroits à forte concentration de personnes qu'on va vouloir éviter de plus en plus. Et on va compenser par la livraison, le click and collect, etc. Bah oui, de toute façon, ça c'est beaucoup de... Xavier, c'est vous qui concluez ce tour de table post-Covid. C'est un accélérateur de tendance, selon vous. Un accélérateur et un décélérateur de tendance, il y a des choses qui ont été boostées, d'autres qui ont été ralenties. Oui, la première chose, c'est effectivement, ça a été dit et redit, mais on faut le préciser, c'est le prix. On s'oriente aujourd'hui, encore une fois, vers une guerre des prix, on le voit aujourd'hui. Tout simplement, quand le Covid est arrivé, le confinement, qu'est-ce qu'il y a dit? Les rayons qui étaient vidés, c'était quoi? C'est des produits basiques, simples, pas chers. On se ressente vers l'essentiel dans ces périodes-là. Et donc, aujourd'hui, on va chercher du pas cher. On va chercher, c'était dit tout à l'heure par Pascal, un rapport bénéfice-prix optimum. C'est-à-dire, je veux bien parfois dépenser un petit peu plus. Quand j'achète du café, je vais peut-être chercher la petite dosette de café qui est un peu plus chère, à 30 centimes la dosette de café. Quand je vais chercher de la purée en poudre pour mes enfants, je vais peut-être dépenser un petit peu moins. Je vais chercher le produit le plus simple. Ça dépend de la circonstance de consommation, ça dépend de la cible, ça dépend du moment. Mais dans tous les cas, on recherchera le prix optimum et à qualité égale, à bénéfice égal, si j'ose dire, on ira chercher le moins cher. Toujours. C'est une règle dans le commerce. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la simplicité, je dirais la notion de protection. Cette notion de protection aujourd'hui en alimentaire, notamment par rapport au Covid, est importante. L'alimentation doit être protégée déjà, alors c'est aussi, on a parlé de l'emballage, on a parlé d'un certain nombre de choses, mais aussi une alimentation étudiée peut permettre peut-être au corps de mieux résister à des attaques de virus, par exemple. On a, c'est intéressant de le signaler aujourd'hui, une étude de l'organisme Bleu Blanc Cœur que tout le monde connaît. Cet organisme finance et travaille à une étude clinique aujourd'hui à Rennes, qui permettrait de prouver qu'une bonne alimentation permettrait de protéger le corps par rapport à des virus comme le Covid-19. Donc c'est bien de se protéger, c'est bien de travailler de dépenser de l'argent sur des virus ou de se protéger, mais si on peut anticiper et prévenir, c'est aussi une bonne alimentation déjà protège de beaucoup de choses. Oui, une bonne alimentation protège beaucoup de choses, si elle peut encore protéger davantage. En tout cas, il y a des recherches à ce niveau-là qui sont intéressantes à suivre. Xavier, on accélère. La vente en ligne, on ne peut pas ne pas parler de la vente en ligne. Aujourd'hui, vous avez eu des tas de gens pendant le confinement qui ont été, et notamment des seniors, qui ont été de manière contrainte obligés de faire leurs courses sur clavier et qui ont trouvé un intérêt et un bénéfice. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'il y a des nouveaux clients qui ont investi la vente en ligne, si j'ose dire. Donc ça a boosté véritablement les utilisateurs de ceux qui se font livrer ou qui font du drive, qui vont chercher du drive. Et donc là, on a vraiment boosté la vente en ligne. L'emballage, ça a été dit, c'est important. Il faut se souvenir que le consommateur, pourquoi il est sujet à ça? Quand il vient de faire ses courses, la première chose qu'il fait, c'est de jeter une poubelle de suremballage. Et il vient de le payer. Donc c'est embêtant. Et à ce niveau-là, donc il veut réduire l'emballage. Réduire, on a vu jusqu'au vrac. Mais le vrac, dans cette période-là aussi, il y avait quelques inconvénients. Donc bienvenue le plastique. Le plastique est revenu. Donc on est sur un juste emballage. Pas moins d'emballage, pas zéro emballage, mais un emballage juste. Local. Oui, mais le local, c'est bien le local, mais on a eu, notamment pendant la période de confinement, on a boosté, notamment les autorités ont encouragé les distributeurs, notamment au niveau des fruits et légumes, à jouer le local, c'est vrai, mais on a vu des tomates qui parfois étaient 2 fois, voire 3 fois le prix au kilo des tomates espagnoles ou marocaines. Ça pose un problème, notamment par rapport à cette France et par rapport à ces consommateurs qui recherchent des prix bas. Donc il faut du local, oui, mais attention au prix, il ne doit pas être trop élevé. Et puis le dernier, c'est ce que j'appelle moi le aide-moi bien faire. On a été contraint à faire la cuisine parfois 2 fois par jour ou 3 fois par jour, de manière contrainte pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines. Eh bien, ça laisse des traces. Mais en période normale, entre guillemets, eh bien, on a 10 minutes ou un quart d'heure à préparer le repas le soir quand on rentre. Eh bien, il faut faciliter le consommateur, la préparation pour le consommateur en termes de temps et de praticité d'utilisation. Et là, il y a beaucoup à faire en termes d'innovation. Oui, d'ailleurs, ça sera un sujet qu'on abordera avec la prochaine table ronde, puisque ce sera sur la digitalisation. Et un de nos intervenants lui dira comment
ils attendent un guide hein, pour nous aider justement à faire à manger et mieux cuisiner. Pascal, si on se projette dans les 5-10 ans, quelle dimension des attentes consommateurs est-elle la plus importante à prendre en compte par les professionnels de l'alimentation? Là, c'est quand même une réponse en 5 secondes pour une question qui mériterait un développement d'1 heure. Moi, je dirais que l'attente la plus importante dans l'avenir, c'est celle pour une alimentation qui soit plus durable, plus responsable et également source de plaisir et de goût. Et pourquoi? Parce qu'on le voit, l'environnement, c'est une préoccupation importante, notamment auprès des jeunes générations qui demain seront les familles de demain et qu'il faut absolument aujourd'hui apporter cette réponse-là. Quand on regarde l'industrie automobile, on voit bien comment aujourd'hui l'électrique, les modèles hybrides transforment et ont transformé cette industrie. Et en fait, on peut rêver dans les 5 à 10 ans d'une industrie agroalimentaire qui se transforme de la même manière et qui intègre vraiment ces problématiques d'environnement à l'intérieur des process, des produits et des offres. Bernard Boutboul, une question pour vous. Selon vous, le restaurant de demain sera différent? Je crois que vous avez déjà répondu, mais vous pouvez développer. Oui, le restaurant de demain sera très différent déjà de par sa taille. Il y a aujourd'hui des établissements de plus en plus petits, des établissements de plus en plus grands. Les restaurants intermédiaires ont des gros problèmes. Le restaurant de demain devra obligatoirement se spécialiser pour rassurer. Oui. Obligatoirement. Et le restaurant de demain sera plus, par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau expérientiel, plus un lieu de vie alimentaire qu'un restaurant. Et oui, et Xavier, il y a toujours une question pour Xavier, hein, j'ai remarqué. Vous nous avez parlé de l'évolution de l'offre aujourd'hui, c'est-à-dire pour les produits qui feront le quotidien des consommateurs dans toutes les prochaines années. Mais projetons-nous au-delà, hein, si vous êtes d'accord. Quel est selon vous le signal faible qu'il faut déjà prendre en compte en termes d'innovation pour se projeter plus loin dans 10 ou 20 ans? Une question difficile. Des signaux faibles, il y en a beaucoup. Je dirais peut-être, moi, s'attendre à une révolution de l'information consommateur. Des signaux faibles, on en a aujourd'hui. Je prendrais par exemple Yuka, le Nutri-Score, des notes qu'on a sur les produits, cette volonté du consommateur d'avoir des informations sur le produit. Aujourd'hui, eh ben, il a l'information en gros que l'industriel veut bien lui donner. Hein, le Yuka, ça va chercher des informations qui sont sur les bases de données qu'a donné l'industriel. Moi, je crois aujourd'hui que on voit bien avec la blockchain, par exemple. La blockchain permet d'avoir des informations sur de la fourche à la fourchette, si j'ose dire, à différents niveaux. D'où vient le produit, comment il est fabriqué, par qui, avec quel niveau de sécurité, avec des sources indépendantes du fabricant qui commencent à donner cette information. Je crois que c'est ça. Demain, le consommateur, on le voit bien dans certains magasins, ça commence à arriver en Asie, aux États-Unis, où vous rentrez dans le magasin sans sortir rien du tout, vous prenez le produit, vous sortez du magasin sans sortir de carte bleue, rien du tout, et vous êtes payé, c'est débité. Eh bien demain, le consommateur rentrera dans un magasin, il aura besoin même pas de son smartphone ou rien du tout, pour avoir une information vérifiée sur l'origine, si le produit l'industriel respecte bien le bien-être animal, l'empreinte carbone du produit, etc. Et ça, si l'industriel n'anticipe pas ça, il est condamné. Mouvement de fond en ce qui vous concerne, Pascal? Petite question, hein, juste le mouvement, vous sentez venir? Le mouvement de fond dont j'ai parlé tout à l'heure? Oui, un mot pour résumer, parce qu'on va faire la petite synthèse, hein, c'est la fin de l'émission. Moi, je crois qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une période en bouleversement, mais c'est autant d'opportunités. Et ça demande aussi beaucoup d'écoute par rapport aux consommateurs et au marché, et beaucoup aussi d'agilité, d'adaptabilité, et puis de résilience, hein, parce que le monde d'avant est le monde d'avant, et c'est le monde passé. Le monde d'avant? Je dirais que ce qui m'a frappé le plus dans le monde d'après, dans le milieu de la restauration, c'est que j'ai jamais vu un secteur aussi agile, ce que tu disais, aussi capable de s'adapter et de se remettre en cause totalement. Je vais juste vous citer un exemple. On a vu de la gastronomie faire du drive et de la livraison, on n'avait jamais vu ça. Et on a vu de la restauration rapide se mettre à faire du service à table. Ce qui veut dire qu'il y a une modification et se repenser qui est extraordinaire. Merci, j'ai beaucoup appris. On a beaucoup appris et je crois que tous les pros ont beaucoup appris et c'est très important à tout ce que vous nous dites. Merci beaucoup. Xavier, vous restez avec moi. Merci Bernard Boutboul. Merci beaucoup Pascal. On se retrouve tout de suite, vous savez avec qui? Avec Adeline Van Kovlart, la directrice du CIAL Paris, pour les Grands Prix de l'innovation. On va révéler les Grands Prix. Grand moment.